Now I'd like to call up Dr. Urban Kleve from Germany, who's going to be speaking on breeding of fissile. Sur la transformation de l'uranium 233, du thorium 232 en uranium 233, le professeur Kleve d'Allemagne. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ah. Je vais parler allemand parce que c'est plus facile qu'en anglais que pour moi. Donc on va plonger dans le passé, pas dans le futur. Sur la transformation en fait du thorium 232 en uranium 233 qui est fissile dans des centrales nucléaires à haute température. Le 29 septembre 2010, j'ai donné un discours à un événement de l'EIR à Francfort sur justement l'application possible dans le futur des technologies des réacteurs à haute température. Ce réacteur a été développé en Allemagne. Il a marché pendant 22 ans sans problème. Dans mon discours il y a 2 ans, j'ai dit que l'utilisation du thorium, qui permettra la surgénération de l'uranium 233 comme un nouveau combustible, et que les réserves de l'uranium 235, en combinaison avec le thorium 232, nous permettront d'avoir une énergie de manière quasi indéfinie. Il parlait déjà, il y a 30 ans, on parlait déjà de ce type de projet, mais ça n'a jamais été fait. Je suis la seule personne vivante qui avait bossé à l'époque sur ce type de projet. Et quand je vois les jeunes ici, je me sens beaucoup plus jeune quand je vois tous ces jeunes ici. Thorium kommt der Erdkruste in geringen Mengen. Qu'est-ce que le thorium? Ça se trouve en petite quantité partout dans la croûte terrestre. Ça s'accumule en particulier comme c'est des produits, des déchets non utilisables sur les parties de la croûte terrestre. Et le thorium pur est une sorte de cristal d'argent qui est souvent oxydé. En fait, il y a un point de fusion à 1842 degrés Celsius. Le thorium 232 qui avec donc à partir du thorium 232 et en passant par le protactinium PA 233, on obtient de l'uranium 233 et ça devient un matériel fertile pour justement être utilisé dans les réacteurs à haute température, ou le projet qui a été développé par les Chinois qui s'appelle le projet de réacteur à haute température numéro 10.
Donc le développement allemand de cette technologie avait été testé justement, en fait le premier dans le monde avant les 1989. Et après il a été fermé. 20 ans plus tard, cette technologie, et aujourd'hui on y attache une très grande importance dans le monde, particulièrement au Japon et en Chine, aux États-Unis, en Russie, au Canada, en Hollande, en Grande-Bretagne, en France, en Inde, en Afrique du Sud et en Norvège, mais malheureusement pas en Allemagne. Et je me suis battu toute ma vie pour qu'en Allemagne on retravaille sur ces technologies-là. Si vous permettez, je vais vous lire quelques extraits d'un rapport de Ambrose Evans Pritchard, publié sur le site internet de Lars Charles. Les Chinois se dirigent vers l'énergie à thorium, dans la course globale pour avoir une énergie propre, pas chère et sûre nucléaire. En Europe, quand on parle de thorium, on a peur que la lumière s'éteigne. Les gens commencent à réaliser que l'uranium n'est pas soutenable à long terme. Donc on va devoir d'utiliser des nouveaux combustibles pour nos réacteurs. Donc des réacteurs à eau pressurisés, justement qui avaient été utilisés pour les sous-marins américains à l'époque, dans les années 50, et opter aujourd'hui pour une nouvelle génération de réacteurs au thorium qui produisent beaucoup moins de déchets toxiques et ne peuvent pas exploser comme ce qui s'est passé à Fukushima. La Chine a assez de thorium pour les 20 000 prochaines années. La beauté du thorium, c'est que ne peut pas faire qu'il y ait de nouveau Fukushima. C'est fertile mais pas fissile, le thorium, donc ça doit être transformé. On doit passer du thorium, le transformer en uranium-233 pour pouvoir faire l'opération fissile. Voilà. Donc il n'y a pas de plutonium produit par la transformation, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire des bombes. Et c'est un déchet très... voilà. Ça, c'est juste l'article, quelques extraits de l'article de Ambrose Evans Pritchard, qui date de 2013. Dans le professeur Rudolf Schulten, justement, avec son projet de développement de réacteurs à haute température 300, avait commencé déjà à y réfléchir en 1966. Et aujourd'hui, c'est toujours la pierre angulaire en fait, du développement de l'énergie du futur. Donc, regardez déjà ça dans les années 60. Et il y avait la même vision que, par exemple, Wernher von Braun avait à propos des voyages spatiaux. Il avait la même vision. Donc, il est temps de mettre cet héritage en action. Donc là, c'est le réacteur à haute température de 300 MW voilà, qui a été construit dans les années 60 et a été mis en marche en 1986. Il a commencé à être entrepris en 66, mis en activité en 1986. Voilà. Et il a été fermé en 1989 sur ordre du gouvernement de l'État de la Rhénanie du Nord. Donc on avait de l'avance. Et nous, on avait de l'avance, mais on a arrêté et que maintenant tout le monde regarde vers ça. La Chine construit un réacteur à haute température qui est de 10 MW, qui est en opération aujourd'hui, et deux réacteurs de 2 fois 250 MW à double réacteur, ce qui fait un total de 500 MW qui est en construction actuellement et qui devrait être terminé en 2015. Normalement, en 2015, comme je le disais, il sera mis en activité. Et la photo est de 1986. Et voilà, il a malheureusement, je le disais, été fermé. Donc ça, c'est le boulet, les fameux réacteurs à lit de boulet. C'est 60 mm de diamètre, hein, avec une couche de graphite autour de l'élément. Et à l'intérieur, il y a 15 000 à 35 000
petites particules qui ont un diamètre de 0,9 mm à l'intérieur de la sphère graphite. C'est là que contient le combustible. Chaque particule a donc, il y a 3 couches de protection autour pour pas que la fission déborde vers l'extérieur. C'est très peu réactif parce qu'il y a un ensemble d'hélium, un gaz hélium qui est 1 fois 10 puissance 7 donc il y a une émission de gaz en fait qui ne peut pas avoir une contamination à l'extérieur. Donc c'est les chiffres un peu techniques, 37,302 becquerels par mètre carré, ce qui fait que la réaction se fait à très petite échelle. Et par exemple Tchernobyl, c'était 50 000 becquerels par mètre carré de toute la région. Donc là, il y a une très haute sécurité, en fait, justement par les différentes couches qui ont été créées autour de la réaction fissile. Ça, c'est le réacteur en question. 3 mètres de diamètre. Donc il y a des éléments graphite. Donc là on voit l'hélium qui passe par ce chemin que je vous ai montré. Donc c'est très haute température, 9000 degrés. Donc c'est pas un problème pour ce genre de matériaux. Donc c'est le noyau ici du réacteur à haute température. Donc c'était le réacteur, ça c'était le modèle du réacteur qui avait été développé en 1966. C'est totalement sécurisé. Donc on voit là des courbes apparemment où la température à partir de 800 degrés, on voit que la température diminue dramatiquement.
Et le graphite permet de contrôler, disons, les chaleurs de ce niveau-là. Donc ces expériences ont été faites à l'époque. En 2006, par exemple, et ça a été fait par le réacteur chinois, donc qui montre bien que le réacteur à haute température est intrinsèquement fiable. On sait qu'il y a eu des problèmes au Japon similaires par rapport à ce genre de réaction. Donc si la réaction s'enchaîne, la température tombe très vite, ce qui permet d'arrêter totalement la réaction de fission. Si on regarde ce qui a été testé justement dans le réacteur allemand, il y avait justement de l'uranium-235, du thorium-232 et l'uranium-233. L'uranium, le thorium, il y avait de l'oxygène. Tout ça a été testé en fait. Tout a été testé dans ces réacteurs. On a testé plein d'éléments. Il y a même des tests qui ont été faits en Afrique du Sud avec une combinaison uranium-235 et 238. Donc qui permet de remplir les objectifs des traités de non-prolifération. Donc ça, c'est justement le plus universel, le plus sécurisé, le plus opérationnel aujourd'hui qu'on peut utiliser. Les réacteurs à lit de boulet. Donc il n'y a pas besoin d'une réaction, on a besoin de refroidir les choses. Donc il ne peut pas y avoir d'explosion en fait du combustible, comme on l'a vu à Fukushima. Puisque la réaction se fait à l'intérieur de la petite bille que vous avez vue. Donc ça élimine tous les problèmes politiques, en fait, justement, qui sont liés aujourd'hui à l'utilisation du nucléaire qu'on utilise aujourd'hui. Parce que tout cela peut être... tout est sécurisé sur place, et donc il n'y a pas de danger d'explosion ou de tentative d'explosion qui peuvent opérer sur ce type de centrale. On peut rester près de ces combustibles. Justement, en Rhénanie du Nord, moi je travaille sur ces choses-là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de m'asseoir dans un transporter ces éléments-là sans qu'il y ait de problème en fait pour la santé. Moi j'étais volontaire pour participer au transport comme volontaire. Pour montrer qu'il n'y aurait pas de problème à la population, qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter s'ils voyaient passer des boulets de combustible nucléaire. Voilà, c'est un peu l'histoire du réacteur à haute température qui a été développé en Allemagne. C'est très rapide, hein, mais bon, j'ai été nommé par un ministre pour parler des expériences qu'on a fait avec la centrale nucléaire que je vous ai montrée. C'était très intéressant pour moi. Voilà. Je pourrais vous montrer un peu plus de photos, voilà, des discours précédents que j'ai faits, où j'expliquais d'autres plus dans les détails. Kraftwerk tragen, da passiert überhaupt nichts. Donc vous voyez là différents éléments en fait de type de réacteur justement qu'on peut utiliser et les recherches qui sont faites. Donc il y a une infinité en fait de possibilités aujourd'hui pour faire des réacteurs qui sont totalement sécurisés
et il y a des prototypes qui ont été réalisés. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, je dirais, pour réfléchir les dernières années pour développer ce type de technologie. Mais malheureusement, rien ne s'est fait, rien n'a suivi politiquement, malgré toutes les précautions en fait, qui ont été prises. Der Reaktor konnte nach mehreren Tagen war er kalt und konnte dann problemlos wieder angefahren werden. Ich hatte das Vergnügen. Donc voilà, quand ils ont donc il y a eu beaucoup de scientifiques en Allemagne qui ont eu la chance, et j'en ai fait partie, de travailler sur ces questions-là. Travailler sur la création de ces réacteurs, et on était prêts à mettre cette politique en place. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et le problème, c'est qu'on a fait des tests, mais personne ne prenait des notes, et les médias n'en parlaient jamais, et il n'y a pas eu de débat public sur la question. Ça, c'est toutes les combinaisons qu'on a utilisées en fait dans les différents réacteurs pour justement la surgénération, c'est-à-dire la transformation du thorium-232 en uranium-233. L'uranium-233 étant un élément fissile et donc utilisable dans les centrales nucléaires. Donc, qui mettait justement les réacteurs qui étaient testés, toute la volonté, le but était d'en faire enfin des réacteurs en fait totalement sécurisés. Et l'objectif a été atteint, au moins théoriquement. On voit là, il parle des câbles individuels apparemment qui sont en bas, qui renforcent encore tout ce qui est sécurité. Das Sie interessieren könnte. Also ein Bruch des Spannbetonbehälters ist ausgeschlossen. Das geht nicht. Ja. Voilà. J'espère que je pourrais vous donner plus d'éléments, évidemment, tout ça sur les technologies nucléaires qui ont été développées en Allemagne il y a 30 ans. Et je pense qu'on peut revenir à ces traditions et rebâtir une science du nucléaire en Allemagne, pour moi et pour vous aussi, que ça va arriver, parce que l'Allemagne était pionnière en fait sur les questions d'énergie nucléaire dans le monde il y a 20 ans. Et c'est terrible que tout cet argent ait été dépensé pour le développement n'allait nulle part, en fait, et était gâché. L'argent qu'on a dépensé pour tous ces projets-là, et on a abandonné le travail. On l'a laissé en plan. Merci à tous.